Bonjour Quentin, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Quentin, je gère la chaîne YouTube Sur le Champ, sur laquelle je fais de la vulgarisation en histoire de la guerre. Très bien. Alors justement, depuis combien de temps tu fais ça? Quel est le concept de ta chaîne? Alors moi, ça fait depuis mai 2016 que je fais la chaîne, c'est parti, mais on en reparlera des origines. Mais en gros, le concept de base, c'est que toute vidéo fait une partie événement. Je prends une bataille, une guerre, une campagne, pour parler un peu de ce qui s'est passé historiquement, mais j'essaie de pas m'en suffire pour développer à chaque fois, en me servant de cet événement, d'illustration pour un concept historique. Donc, qu'est-ce que c'est que la létalité du feu? Comment ce concept s'est développé, a évolué dans l'histoire? Je prends une bataille dans laquelle les contemporains se rendent compte que ah ouais, putain, en fait là, les fusils, ça fait beaucoup plus mal qu'avant. Okay. Donc, enfin voilà, des choses comme ça. Là, typiquement, en ce moment, je suis sur une série sur la chevalerie. J'essaie d'étudier la chevalerie, plutôt que juste dire ah, vas-y, c'est des cavaliers lourds montés avec la lance couchée, tout ça, se rendre compte que c'est un fait social énorme qui est diffusé dans toute l'Europe, qui s'impose dans pas mal d'espaces, qui a une relation avec l'Église, qui a une relation avec la royauté, qui est relié à la montée en puissance de la noblesse, des trucs comme ça. Bon, vas-y, en fait, je vais prendre des moments un peu clés où ces choses-là peuvent affleurer, ce qui permet de parler de ce qui se passe. Parce que quand on fait de la guerre, en général, les gens pensent à bataille, combat, gna gna gna, mais en fait, au fond, la guerre, c'est aussi l'organisation d'une armée, l'adaptation d'une société à l'effort militaire, des tas de choses comme ça, et toute une culture qui va avec. Et ça, typiquement, là, les chevaliers, on est en plein dedans, quoi. C'est des mecs qui ont un discours hyper fort sur eux, qui ont une influence sur la société en dehors de leur exercice militaire, et à la fin, on ne sait pas ce que c'est, quoi. On ne sait pas qui sont les chevaliers. Ok, donc en gros l'idée c'est un peu faire de partir de l'histoire bataille pour en fait faire de l'histoire générale. Voilà. Ok, d'accord. Un peu aussi accroché, parce que oui, en plus l'histoire bataille revient un petit peu à la mode en ce moment avec une évolution, puisque maintenant on parle d'histoire campagne, mais au fond, oui, la guerre, même en son absence, a un effet sur nos sociétés, et historiquement ça se retrouve tout le temps, partout, et au fond, moi aussi, mon propos s'adresse aussi à ceux qui font de l'histoire dans d'autres domaines. C'est qu'en fait, il y a plein d'événements, il y a plein de périodes, il y a plein de sociétés, vous ne pouvez pas la comprendre sans quand même vous pencher sur la guerre. D'accord. Alors évidemment, je m'en fous de savoir si tel régiment a traversé telle rivière à telle heure. Au fond, c'est pas mon sujet. Mais on le fait un peu, on regarde les événements, et après, au fond, qu'est-ce qui se joue ? D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi le format classique en gros d'une vidéo, s'il y en a un, pour amener à cela? Si, j'ai carrément un format classique. Je vais pas prendre un exemple spécifique, mais en gros c'est introduction. Comme j'ai une bataille, j'ai pris une bataille, je donne son contexte. Qu'est-ce qui nous amène à la bataille quand même, parce que les mecs ils se tapent pas dessus comme ça. Ensuite, déroulé de la bataille, en ayant un peu décrypté ce qu'il y avait comme troupe pour comprendre tout ça. Conséquences de la bataille, inscrit dans son contexte, okay. Que ce soit la guerre ou la campagne. J'essaie de pas trop déborder, mais on ne peut pas s'en empêcher. Et ensuite, introduction du concept que je veux discuter, explication, comment les contemporains le vivent. Parfois, c'est des concepts aussi historiographiques. Ça m'arrive de parler de concepts apportés par des historiens et pas par les contemporains. Et ensuite, relecture de l'événement un petit peu pour voir en fait où est-ce que ça se voyait, ce truc-là. D'accord. Et comme ça permet d'avoir un petit peu un tout. Et je fonctionne de plus en plus en série, ce qui me permet d'avoir du temps pour développer plusieurs idées qui vont ensemble et forment un tout. Typiquement la chevalerie, oui, je peux faire une seule vidéo, la bataille de Bouvines, la chevalerie. Mais en fait, pour rentrer dans le détail, c'est quoi les origines des chevaliers? C'est quoi leur guerre habituelle? Spoiler, c'est pas les batailles, c'est des razzias en fait. Ils passent leur temps à faire ça. C'est quoi leur diversité sociale? C'est quoi leur relation à l'église? C'est quoi leur relation à la royauté? Une série me permet d'avoir un propos global qui, à la fin, me permet aussi d'interroger des questions plus profondes qui nous touchent presque encore aujourd'hui. Genre, typiquement, que veut dire l'idée de déclin de la chevalerie? Si on ne sait pas ce qu'est la chevalerie du XIIe, du XIIIe siècle, en fait, on passe un peu à côté de ce que ça veut dire. Et que, en fait, c'est un propos de nobles sur eux-mêmes qui ne savent pas eux-mêmes ce qu'est vraiment la chevalerie parce qu'ils n'en sont plus. Ok, je vois. D'accord. Et du coup, ça se voit un peu parce que je connais un petit peu ta chaîne depuis longtemps, j'avoue, je la suis depuis pas mal de temps. Et en fait, c'est une évolution sur ta chaîne. Comment c'est parti justement au départ? Ah ouais, alors là, il faut donner le contexte. Moi, j'ai lancé la chaîne
pour moi. J'étais pas parti dans un truc de je vais apprendre aux gens des choses parce que j'étais ingénieur à la base. Okay. En école d'ingé, j'avais fait de la vidéo, j'adorais l'histoire déjà, et j'avais un petit côté, ça me manquait de faire juste de l'ingénierie. Et donc je me suis dit, pour me forcer à entretenir mes deux passions, histoire et vidéo, je vais me forcer à produire des vidéos que je vais mettre sur YouTube, comme ça j'envoie à mes potes, et comme ça, ils me disent qu'ils s'en foutent toujours, mais au moins, ça m'a forcé à produire quelque chose, donc forcé à lire des bouquins, donc forcé à écrire, donc forcé à faire la vidéo. Il y a eu une bascule au moment où j'ai eu plus de 1000 abonnés, où je me suis dit merde, là c'est plus que des gens que je connais, et donc je commence à avoir une petite communauté. Ou en tout cas une petite responsabilité, parce que les gens commencent à croire ce que je dis, et quand je regarde mes premières vidéos, je me rends compte du chemin parcouru, ça ne va pas. Des raccourcis. Non mais c'est même pas juste des raccourcis, c'est je dirais même, si je devais être méchant avec mon moi d'avant, je dirais même qu'il y a un petit peu un mépris d'ingénieur envers la méthode historienne. Ah ouais, carrément. Si je devais analyser ça, et je te dis, je suis un peu méchant, mais je pense qu'il faudrait que je couche sur papier un jour. Mais je pense très sincèrement, je m'en souviens pas très bien, que je me suis dit, en fait, je vais faire de l'histoire en important la méthode scientifique, parce qu'en fait, c'est vachement bien. Sans avoir la moindre idée, parce que j'avais pas de formation d'histoire à l'époque, sans avoir la moindre idée de ce qu'était que l'historiographie. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'arrivais en mode, je me suis même mis dans un délire où je voulais que dans mes sources, il y ait toujours au moins une source d'époque, sans me rendre compte. Vraiment, ma première bataille, c'est la bataille d'Issos, dans laquelle je fais le marteau et l'enclume. Bon, le marteau et l'enclume, non. Et la bataille d'Issos, en fait, on n'en sait pas tellement voilà. Et je cite des textes d'époque d'un... Je sais même plus qui. De Diodore, d'Arien. Je pense que c'est Arien, je suis même pas sûr. Il n'est pas d'époque. Et il est même pas d'époque. Donc en fait, déjà, ça va pas du tout, quoi. Et je me rends compte, évidemment. Et on va dire que le bon côté, c'est que la méthode impose l'humilité à un moment de se rendre compte que ah oui, mais en fait, il y a des gens qui travaillent. Ah oui, mais en fait, ça va pas du tout. Il faut que je revienne. Et donc on se met à lire à côté. Et je pense que la pression d'avoir une communauté qui me prêtait une légitimité que je ne devrais pas avoir m'a forcé à devenir meilleur. Et le deuxième tournant, c'est la crise du Covid, où je me suis retrouvé, comme tout le monde, comment on dit, c'est pas enfermé, mais covidé, et j'ai commencé à lire des thèses. D'accord. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un délire. Je parle du travail des historiens, j'arrête pas de dire, je veux faire de la vulgarisation pour porter le travail des historiens. Je ne sais pas ce qu'est une archive, je sais pas ce qu'est le travail d'un historien. J'ai eu la chance de rencontrer un historien, Hervé Drévillon, qui depuis avait mon contact. Je lui ai demandé si c'était possible de faire un mémoire avec lui. Il m'a dit oui, aucun problème. Et donc j'en ai profité, vu que je suis ingénieur, je lui ai demandé un ingénieur militaire. J'ai étudié ingénieur militaire, j'ai fait un mémoire. Parenthèse, t'es parti de licence d'ingénierie? Non. T'en es direct en master d'histoire? J'avais mon diplôme d'ingénieur, qui est équivalent en master en France. Oui. Et ça me donne une équivalence pour passer en M1 directement. Génial. Ouais, c'est un délire. Mais tant mieux. Mais du coup, j'ai fait mon mémoire avec lui et ça s'est bien passé. Et depuis, je pense que ça se voit que j'ai fait des progrès. Parce qu'en fait, je suis quand même assez obsédé de l'idée de citer mes sources bibliographiques et d'être à peu près à jour. Parce qu'au fond, l'histoire de la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser à des militaires. Les militaires ne sont pas sérieux, ils sont un peu... Ah non. En plus, il y a des militaires qui sont excellents historiens de la guerre. C'était plus une citation de Clémenceau. La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse à des militaires. Ok, d'accord. Mais c'est... D'ailleurs, je pourrais avoir tout un truc, mais là, je vais partir... C'est marrant de voir que l'histoire de la guerre a été un des premiers coins enfoncés dans la méthode historienne, à la base. Ah oui. Il y a rapidement des historiens... Mais dès 1830, qui ont dit aux militaires, mais en fait, vous devriez en avoir rien à faire des mouvements d'Austerlitz, parce que c'est pas ça qui vous fait gagner. Vous devriez essayer de savoir comment on a construit l'armée, qu'est-ce que ça a fait à la société, qui sont les gens qui vont dans l'armée, tous ces trucs-là. Et en fait, au fond, c'est le début de l'histoire sociale. Faire de l'histoire de la d'une guerre, certaine manière. À la base de l'historiographie, quoi. Si on veut vraiment faire de l'histoire de la guerre, une fois qu'on oublie un petit peu le côté épique, tout ça, oui, c'est bien de raconter des histoires et c'est important de savoir ce qui s'est passé, parce que les faits et les événements sont la matière de l'historien. Mais au fond,
tu peux pas étudier la guerre sans étudier la société. Ouais, Et inversement, en fait, tu peux pas tellement étudier la société sans étudier la guerre. Okay. Et c'est pareil pour l'histoire des techniques, c'est pareil pour l'histoire de l'industrie, de tas de choses comme ça. Tout ça, c'est assez relié, quoi. Quand tu te dis que dans le comité de salut public à la Révolution, t'as deux mecs qui sont sortis de l'école de Mézières, qui est l'école des ingénieurs du Corps royal du génie, donc Carnot. Il se passe des trucs, quoi. Ouais, c'est un exemple comme ça. Ok. Et donc toi, du coup, tu as fait ton... Donc après, il y a cette phase 2021, 2020-2021 Covid. Ouais. Tu fais un mémoire. Ouais. Et derrière, du coup, ça fait changer à la fois sur ta chaîne, parce que tu n'es plus abonné largement. Oui. Et toi, derrière, tu as continué. Qu'est-ce que tu fais du coup j'ai commencé une thèse il y a quelques mois. Ah ouais. Voilà. Ah oui, ça devient sérieux. Oui. Moi, j'ai adoré, en fait, aller en archives. Quelle période Fin 18e, début 19e siècle. Ok, donc tu sais justement de quoi tu parles là quand tu nous... Oui, non mais voilà, c'est des choses qui m'interrogent. De fait, moi je suis ingénieur polytechnicien. Polytechnique a été fondée comme une école qui devait donner des ingénieurs à la France, parmi lesquels des ingénieurs militaires. Elle a été militarisée assez vite. Moi je suis héritier de cette histoire en fait, dans ma formation. Et donc, en fait, le lien. Ah bah oui, en fait, finalement, moi je pense que quand on fait de l'histoire, on se demande pourquoi on est qui on est. Et qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, moi, je suis sorti de l'école d'ingénieur en me disant, mais c'est quoi un ingénieur? Aucune idée de ce qu'est un ingénieur. Par rapport à un chercheur, je sais pas. Et en étudiant un ingénieur du 18e à une époque où la mise en équation, c'était pas du tout la norme, parce qu'aujourd'hui, on fait des équations, on se rend compte que l'histoire, elle est dense, elle est riche, et encore une fois, hyper reliée à la guerre. Propre. Ok. Et du coup, maintenant, tu as ce travail, cette méthodologie. Quand tu prépares une vidéo, par exemple, si tu pars sur un sujet qui à la base n'est pas dans tes spécialités, comment tu opères? Est-ce que tu contactes des historiens? Est-ce que c'est toi qui fais tout le travail de recherche? Ça varie. Parfois, j'ai même des historiens qui me contactent, d'autres fois, je les contacte. Okay. Je peux prendre typiquement l'exemple de Rémi Saou qui m'a contacté par rapport à ce que je racontais sur Alexandre le Grand, tout ça, et que de fil en aiguille, je lui ai proposé de faire une série sur la phalange macédonienne, et donc il m'a guidé bibliographiquement. C'est toujours rassurant, parce que là, typiquement, l'Antiquité... aucune chance, quoi. J'avais pas les repères. D'autres fois, c'est moi qui décide de prendre un peu à bras le corps le truc. Typiquement la chevalerie, où là, en fait, j'étais en train de finir ma série sur les matériels techniques pendant la Première Guerre mondiale, qui retouchaient à des choses que je connaissais à peu près. C'est une époque avec laquelle je suis plus à l'aise. Voilà. J'ai dit, en fait, si je veux pouvoir m'intéresser à la chevalerie, d'abord, il va falloir que je lise. Et donc, en fait, si je fais la liste de tous les bouquins que je vais citer, parce que je les utilise nommément dans mes textes, ça doit pas dépasser 30-40 livres. Okay. Mais en fait, j'en ai lu 150-200 avant de commencer à dire, mais en fait, ça y est, je commence à comprendre ce que c'est que la chevalerie. Donc j'ai pété un câble. C'est plus le même travail. C'est un investissement énorme. En fait, oui. Mais c'est pour ça que je fais des séries aussi. C'est-à-dire que entre guillemets, ça rentabilise la lecture. Oui, et puis en plus, je découvre des choses. En fait, à la base, typiquement, à la chevalerie, je voulais faire que 4 vidéos. Je me disais, bon, vas-y, on va... Et je me suis rendu compte que le sujet était non seulement énorme, mais en plus beaucoup plus fécond, en fait, en termes de réflexion, de choses à penser. Enfin, moi, c'est un truc qui m'avait toujours un peu travaillé, dire, mais pourquoi le premier grade de la Légion d'honneur, c'est chevalier ? Pourquoi les nobles à la fin de l'Ancien Régime, quand ça fait 2 générations que vous êtes noble, vous êtes chevalier? Ça n'a aucun sens. Les mecs, ils ont plus d'armure, ça n'a plus aucun lien. Avec la série sur la chevalerie, je vois des trucs qui sont intéressants. Dans tes petites vidéos, je remarque aussi un truc, c'est que tu fais une alternance avec 2 toi. Ouais. Pourquoi et qu'est-ce que ça apporte en fait? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes juste par inertie? Est-ce que ça a une vraie dynamique? J'ai plein de types de réponses. La première réponse, c'est en vrai, quand j'ai commencé à faire ça sur YouTube, c'était la norme. Okay. Maintenant, ça l'est plus trop, mais en fait, à la base, le double personnage, c'était quand même un truc assez simple. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il pensait. Il pensait le faisait. Il y en avait d'autres, je me souviens plus, mais je sais qu'à la base, c'était. Eh bien, en fait, tu vois d'ailleurs, ceux qui font partie de la première ou la deuxième génération, ils le font encore beaucoup. La prof, elle le fait, tu vois, des choses comme ça. La pratique des personnages est intéressante de ce point de vue.
aussi en scientifique. Mais en fait, moi je dirais que ça me permet d'initier le dialogue. Okay. Un peu aristotélicien, si tu peux me permettre ce truc. C'est l'idée. C'est en fait, j'accouche aussi. Il y a ce côté. C'est plus socratien ça. Non mais il y a ce côté. En fait, je fais de la vulga. Mais je suis quand même devenu un peu un malade parce que j'ai conscience que les questions que je soulève, c'est pas du tout des questions quotidiennes que les gens. Mais en fait, moi je persiste à penser que c'est intéressant. Je persiste aussi à considérer que les gens qui me regardent peuvent comprendre du moment que on cherche à faire comprendre. Et en soi, mes personnages, je triche un peu. Mon personnage de devant, techniquement, c'est l'idiot ou le naïf. Mais en fait, il passe son temps à raconter des choses aussi. Mais il me permet de temps en temps de faire une pause sur les moments où moi, quand je lisais, je me suis rendu compte que putain, c'est quand même un peu bizarre, un peu compliqué. Et il va poser les questions naïves. Et les questions naïves ne sont pas idiotes, elles sont naïves parce que nous aussi, on a des considérations, des imaginations, des manières de voir les choses, des manières de définir les mots qui n'ont rien à voir avec l'époque que j'aborde. Donc ça permet de soulever le problème et parfois même ça me permet de dire attention, je viens de vous dire un truc et je sais que vous allez le comprendre dans ce sens, mais en fait c'est pas ça. Okay, donc on y revient, deux secondes, je vous ai dit ça, mais en fait c'est pas vraiment ce que vous allez comprendre parce que j'avais compris ça aussi, mais en fait non. Et ça permet de préciser. Et en fait, c'est comme ça qu'on réfléchit, quoi. Donc c'est un outil narratif. Ouais, complètement. C'est carrément un outil narratif. Et c'est beaucoup plus facile pour écrire. Hein. Moi, de mon point de vue, beaucoup plus facile pour écrire. J'ai beaucoup plus de mal avec mes épisodes en voix off, où là, j'ai qu'une seule voix, où j'essaie de construire une espèce d'ambiance. C'est un peu plus capricieux de ma part. J'ai un petit côté, vas-y, je trouve ça stylé, là, j'ai en faire un truc. Mais en soi, l'écriture est beaucoup plus simple avec deux voix. Ok. Bon. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder sur ta chaîne, dont tu n'as pas trop parlé dans d'autres vidéos ou des idées Alors là, moi, je sais pas, moi j'ai plein de trucs, moi je me pose plein de questions sur comment faire évoluer la chaîne, sur ce que c'est que la vulgarisation, sur comment intéresser les gens, sans non plus les larguer, parce que j'ai toujours un peu peur, tu vois, de devenir une espèce de spécialiste qui parle qu'à des profs d'histoire. Pour te rassurer, finalement, quand on regarde la tendance sur YouTube, les gens qui consomment de l'histoire, si on peut parler de consommation, j'ai l'impression qu'elle n'est pas de plus en plus exigeante, mais elle tolère, en fait, il y a des beaux... Non mais, de fait, moi je ne pensais pas que c'était possible. Okay. C'est le public qui m'a amené à y croire. Et derrière, moi, je m'enferme aussi dedans parce que j'engage une dynamique et tout ça. De fait, j'ai engagé une thèse, donc je commence à être exigeant d'une autre manière. C'est sûr, mais je deviens un malade. Hein. J'ai très peur de dire des choses si je suis pas à peu près solide sur... voilà, mais c'est bon. Mais voilà, typiquement, en fait, moi, une des questions que je me pose, c'est comment maintenant je peux amener les gens à comprendre ce que c'est que l'histoire qui se fait. C'est quoi la recherche? J'aimerais bien, vraiment, faire un live unboxing d'un carton d'archives. Mais ça demanderait d'arriver à se mettre d'accord avec les archivistes. Mais ça doit pouvoir se faire. Hein. Tu ouvres un carton, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, je connais à peu près mes fonds, donc ça me permettrait de décider. Mais moi, je connais les fonds des ingénieurs. Il y a des cartes, il y a des dessins. Délire. Et tu l'analyses devant. En fait, tu sais pas. Hein. La matérialité de l'histoire, c'est ça. C'est vrai. Ah bah, hâte de voir ça. Non, mais moi, je suis chaud. Voilà. Ça roule. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Voilà, comme je disais, c'est une chaîne que moi je suis depuis très longtemps, donc je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. En plus, l'association Somatophilac, on est un peu partenaire avec Quentin pour une expérience sur la guerre hoplitique qui va se tenir en août prochain. Donc je pense que vous aurez l'occasion d'en entendre parler, vous en faites pas. Merci à toi. Merci. Bah justement non, en fait, on va peut-être en parler maintenant, juste 2 minutes. Oui, rapidement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ça? Alors, le principe de l'expérience hoplitique, c'est de remarquer que dans les sources, on parle beaucoup de la phase de charge et à la limite de combat/contact, mais on ne parle pas du tout du moment qui fait le plus de morts dans une bataille, c'est-à-dire la déroute et la fuite, et donc la poursuite. Hein, certains historiens parlent de culture du massacre, des trucs... visiblement, les Grecs, ils aimaient bien tuer dans le dos. Donc, il y a... des questions qui se posent sur la dynamique de cette phase de fuite et de poursuite. Et donc nous, on veut rassembler 400 personnes pour faire 2 phalanges de 200 personnes et scénariser la fuite pour regarder ensuite le comportement global des individus à la fois fuyants et poursuivants. Ok. Voilà. Ça se fait avec un historien du coup? Ça se fait avec un historien qui a bossé, qui est docteur et qui a fait sa thèse sur la violence dans les espaces égéens sur la période hoplitique. Donc,
qui est quand même assez spécialisé dans le domaine, qui s'appelle Rémi Saou. On veut faire ça sur 3 jours en août. Ok, génial. Donc si vous êtes dans le domaine du mécénat ou de subvention, je crois que le projet est en construction, donc il y a encore des recherches de fonds ou d'aide. Si vous êtes intéressé peut-être même pour y participer, n'hésitez pas encore à me contacter ou à contacter directement Quentin sur ta chaîne. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait avancer les frais aux gens qui feront partie de l'expérience parce que il faut avoir l'argent et le budget, mais typiquement, si on veut faire baisser leur facture, faire en sorte que ce soit le moins cher possible pour eux, voire gratuit, on veut des mécénats, on veut des subventions, essayer de convaincre, parce que là, en fait, il s'agit quand même d'une expérience organisée par une association à 400 personnes sur 3 jours, où ils seront nourris quand même, parce que voilà. Et surtout, c'est une expérience qui doit donner une publication scientifique. Donc il faut que le protocole soit bien respecté. Oui, voilà, on fait un truc un peu carré, mais ça produit quelque chose. C'est pas juste on va s'amuser entre potes, tout ça. C'est participer à la science. Voilà. Voilà. Donc du coup, si vous souhaitez ou si vous avez une compétence dans le domaine, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Allez, salut. Ciao, ciao.